Bonjour à tous. Comme Dr Fatih vous l'a notifié là par mail, nous avons décidé de vous faire la suite des manipulations que nous avons entamées ensemble. Et à travers cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de ces manipulations que nous avons faites, mais également l'interprétation de ces résultats. Et basé sur ces résultats, vous allez pouvoir faire votre rapport final. D'accord? Je reviens d'abord sur là où nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir l'identification des deux bactéries par Maldutov, et puis l'antibiogramme qui a été réalisé, mais également l'extraction d'ADN de ces bactéries qui a été faite. D'accord? Donc l'extraction d'ADN qui a pour objectif de pouvoir faire la PCR des gènes que nous allons cibler. Pour revenir sur les deux cas, le premier a concerné la résistance au bêta-lactamine. D'accord? Et le deuxième, la résistance à la choléstérine. Nous avons fait le Maldutov qui permettait d'identifier les deux bactéries, mais également l'antibiogramme et puis l'extraction d'ADN. Donc, je vais commencer d'abord par l'antibiogramme et avant de vous parler des résultats du Maldutov. Alors, avant de commencer, j'aimerais revenir sur l'antibiogramme. Qu'est-ce que c'est que l'antibiogramme? Donc là, je vous présente un exemple d'un antibiogramme de 16 antibiotiques testés sur une bactérie et l'objectif est bien entendu de repérer des zones d'inhibition autour des disques d'antibiotiques. Donc là vous avez deux exemples, une sensibilité à l'amicacine mais également une sensibilité à la choléstérine. Donc basé sur ce phénotype, l'objectif est de réaliser un tableau qui résume l'ensemble des antibiotiques testés, le résultat. Donc là, vous avez un exemple de différentes bactéries qui ont été testées, à savoir ici vous avez Escherichia coli et là différentes choses de Klebsiella pneumoniae et également la liste des antibiotiques qui ont été testés. Donc comme je l'ai dit, bien entendu, ça c'est un exemple. Donc le but étant de savoir pour chaque antibiotique est-ce qu'on a un S, est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle est résistante ou éventuellement intermédiaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, ici je vais vous présenter ce qu'on appelle un profil de résistance aux antibiotiques. L'objectif de ce tableau, c'est de pouvoir corréler le phénotype de résistance qu'on observe et le gène qui peut être responsable de ce phénotype. Donc, toute cette première partie concerne la résistance là ici au bêta-lactamine. Vous avez les pénicillines, les céphalosporines et les carbapénèmes. Et à côté, vous avez la cholestérine. Et puis, nous avons les gènes des bêta-lactamases, des pénicillinases, des BLSE ou des carbapénémases ou également des résistances à la cholestérine. Donc si nous prenons l'exemple de ces 4 bactéries que je vous présente ici, donc si on prend l'exemple de Escherichia coli, on voit qu'ici la bactérie elle est uniquement résistante à l'amoxicilline, elle est sensible à toutes les autres bêta-lactamines. Et puis elle est résistante ici à la cholestérine avec une CMI qui a 8 microgrammes par ml. Donc cette CMI valeur représente une résistance de bas niveau à la cholestérine. Et on va voir tout à l'heure pourquoi on va faire la différence entre une résistance de bas niveau et une résistance de haut niveau par rapport à la cholestérine. D'accord, donc si on revient sur les bêta-lactamines, une résistance à l'amoxicilline, une sensibilité quand on rajoute, on associe amoxicilline plus acide clavulanique, cela justifie qu'on a la présence d'une pénicillinase. Et effectivement, quand on regarde dans le génome, on va retrouver une pénicillinase de type TEM1 par exemple, qui peut conférer une résistance à l'amoxicilline et dès que vous utilisez un inhibiteur, la bactérie devient sensible. Et effectivement, elle est sensible à la céphalosporine et au carbapénème, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de carbapénémase ni de BLS. La résistance à la choléstérine, on a 8 microgrammes par ml et quand on a une résistance de bas niveau à la choléstérine, cela veut dire que cette résistance est médiée par les gènes plasmidiques, donc les gènes MCR1. Il y a des variants MCR1, maintenant il y en a une dizaine de variants, mais quand on a cette résistance de bas niveau, cela veut dire que cette résistance est due au gène MCR. Et contrairement quand on a une résistance de haut niveau, c'est-à-dire à partir des CMI supérieurs, je dirais à 16 microgrammes par ml, là on a une résistance de haut niveau. Et là, c'est pour dire qu'il y a un autre mécanisme de résistance qui s'est mis en place par rapport à la cholestérine. Alors, deuxième exemple, Klebsiella pneumoniae, on voit qu'on a une résistance à l'amoxicilline. Quand on utilise un inhibiteur, la bactérie devient sensible.
ce qui vous suspecte qu'on peut éventuellement la présence d'une pénicillinase, mais elle peut être due également à une BLSE. D'accord? Et comme vous voyez là, on a également une résistance aux céphalosporines, mais également une résistance à l'ertapenem. Donc c'est un des carbapenems. Ce qui vous dit, on suspecte la présence d'une carbapenémase, d'accord? Mais par contre, on observe quand même que la bactérie reste sensible à l'imipenem. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et puis, on a une résistance de très haut niveau à la cholécine, ce qui veut dire que cette résistance n'est pas médiée par un gène MCR1, mais plutôt par les gènes chromosomiques, des mutations sur les gènes chromosomiques, à savoir PMRA, PMRB, FOP, FOQ ou le gène MGRB. Et ici, le cas, c'est qu'effectivement, quand on a un MGRB qui est tronqué, c'est-à-dire que le gène MGRB a été inactivé. Donc, soit elle s'est due à une mutation où elle est tronquée, on a une résistance de très haut niveau. Ce qui explique qu'on a une CMI ici très haute. Là, si on revient sur les céphalosporines, la résistance aux céphalosporines, elle est suspecte qu'on a une BLSE et effectivement on retrouve un CTXM15. Et pour l'ertapenem, il y a un seul variant de carbapenémase qui confère une résistance à l'ertapenem et quand même qui n'est pas actif sur l'imipenem. Et c'est le gène OXA48. Donc le gène OXA48 est un gène qui est très prévalent chez les entérobactéries, qui confère une résistance aux pénicillines, aux céphalosporines et à l'ertapenem uniquement et pas à l'imipenem. Pour Acinetobacter, on a une résistance à toutes les bêta-lactamines testées. Donc, on suspecte forcément la présence au minimum d'une BLSE, mais également on peut avoir une carbapenémase qui peut être responsable de ça. Et c'est ce qu'on observe ici. On a NDM1 et OXA48. Puis, on peut avoir également, quand on regarde pour Pseudomonas aeruginosa, donc, si on regarde pour Pseudomonas aeruginosa, on voit qu'on a une résistance à toutes les bêta-lactamines, ce qui veut dire que pareil, on peut avoir une carbapenémase. Mais la particularité de ces Pseudomonas, c'est que ce profil de résistance peut être souvent dû au gène, à la mutation de la porine au PRD. Donc là, on a VIM2 qui explique cette résistance au carbapenem, mais quand on a une porine qui est mutée, comme je l'ai dit pendant le cours, c'est que les porines représentent les portes d'entrée des bêta-lactamines. Donc si vous avez une porine qui est mutée, souvent elle confère une résistance à toutes les bêta-lactamines. Et ça, c'est un phénotype qu'on observe souvent, c'est Pseudomonas, avec l'association d'un VIM2 puis d'une porine qui est mutée. Donc elle est résistante à toutes les bêta-lactamines. La cholécine, on a une sensibilité à la cholécine. Ensuite, donc ceci nous amène au résultat que nous avons obtenu donc, suite à vos manipulations. Pour NDM d'abord, voilà le résultat. Donc, ceci montre malheureusement que le premier cas, vous avez mal travaillé en groupe. Parce que quand on a ce résultat qui est tout rouge, c'est qu'on a une mauvaise identification de la bactérie ou l'impossibilité d'identifier la bactérie. Heureusement, le premier dépôt nous a permis quand même de voir que nous avons bien un Klebsiella pneumoniae. D'accord? Et pour le deuxième cas, oui, ça avait un peu mal commencé, mais finalement, on a réussi quand même à avoir des spots plus ou moins corrects, et ce qui nous permet également d'identifier correctement notre chose avec comme Klebsiella pneumoniae. D'accord? Donc là, c'est le premier résultat de vos deux bactéries. C'est tous les deux des Klebsiella pneumoniae. Ensuite, les résultats de l'antibiogramme. Donc, vous vous souvenez, l'antibiogramme, nous avons utilisé des boîtes rondes, 2 boîtes rondes par cas. Donc, sur la première boîte, on avait disposé ces 6 antibiotiques, l'amoxicilline, amoxacide clavulanique, la ticarcilline, la cefepime, la ceftriaxone et la ceftriaxone. Et sur la deuxième boîte, la fosfomycine, rifampicine, colicine, ertapenem, imipenem et gentamicine. Donc, une fois que vous avez déposé les antibiotiques sur la boîte, on a incubé les boîtes à lecture et je me suis chargé moi-même d'aller lire ces boîtes avec la machine qui est le scan 1200 qui permet de lire de manière automatique les diamètres d'inhibition, de faire la mesure puis de nous faire une interprétation si la bactérie est sensible, résistante ou intermédiaire. D'accord.
Donc c'est ce que j'ai fait avec vos boîtes. Donc là, je vous présente par exemple le résultat du cas 1 de ces deux boîtes-là. Donc dans le cas 1, la bactérie du Klebsiella pneumoniae était résistante ici, comme vous pouvez le voir, à toutes les bêta-lactamines, aux pénicillines, les 3 premiers, mais également aux céphalosporines. D'accord? Et puis quand on regarde pour les autres antibiotiques, cette bactérie est uniquement sensible à la fosfomycine et à la colicine. Du coup, elle est résistante à la rifampicine, mais également au carbapenem, c'est-à-dire l'ertapenem et l'imipenem. D'accord? Donc ça, c'est le cas numéro 1. Ensuite, le cas numéro 2, c'est très simple, comme vous pouvez le voir ici. Cette bactérie, elle est multirésistante. Elle est résistante à tous les antibiotiques que nous avons testés. D'accord? Donc, une chose que je dois vous préciser, ça c'est le diamètre d'inhibition qui est mesuré et on a l'intervalle dans lequel on peut interpréter. C'est-à-dire que l'intervalle, quand elle est, par exemple ici, inférieure à 16, on dit qu'elle est résistante. Quand elle est supérieure à 23, elle est sensible. Entre les deux, c'est une valeur intermédiaire. C'est une résistance intermédiaire. Donc, et quand vous pouvez dire l'ensemble de vos valeurs, vous reportez à ça, ce qui vous permet de savoir si vous avez le SROI. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez fait ce phénotype, vous devez vous présenter un tableau de résumé. Donc, ce que j'ai fait ici pour vous, donc vous avez les deux cas, cas numéro 1 et cas numéro 2, avec les deux Klebsiella pneumoniae, et également l'ensemble des antibiotiques qui ont été testés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une résistance à toutes les bêta-lactamines. Ceci suspecte qu'on a au minimum une carbapénémase, mais également, on peut avoir également une PLSE. D'accord? Et pour les autres antibiotiques, on a une sensibilité à la colicine pour le premier cas et une sensibilité à la fosfomycine, alors que le deuxième cas, il est résistant à la colicine. Alors, donc là, pour les bêta-lactamines, on a une idée. On va suspecter qu'on a une carbapénémase. On va tester par exemple NDM1 parce qu'on sait qu'il est très prévalent sur les Klebsiella et qu'il confère une résistance à toutes les bêta-lactamines. Mais par contre, pour la colicine, il nous faut savoir quel est le niveau de résistance à la colicine pour pouvoir savoir est-ce qu'on a une résistance plasmidique, donc médiée par NCR1, ou bien est-ce qu'elle est due à des mutations de gènes chromosomes, c'est-à-dire des mutations sur les gènes PMRA, PMRB, FOP, FOQ ou MGRB. Donc pour cela nous a amené à faire une manip supplémentaire. On a fait des E-tests pour pouvoir avoir la vraie CMI, aussi bien pour l'imipenem, mais également pour la colicine. Donc dans le cas 1, comme nous l'avons vu sur les disques là, elle est sensible à la colicine, donc on a une sensibilité à la colicine. Par contre, pour le cas 2, on voit qu'on a une résistance qui est à 24 microgrammes par ml. Donc tout à l'heure, je vous disais que la résistance de haut niveau doit avoir une CMI supérieure à 16 microgrammes. Donc là, on est à 24. Donc on peut suspecter que la résistance à la colicine chez cette bactérie, d'accord, est médiée par une mutation de gènes chromosomes et non par la présence de MCR. Donc les MCR qui sont les gènes plasmidiques ne sont pas impliqués ici dans ce cas de résistance. Donc on va aller faire une PCR. D'abord, on va cibler le gène MGRB. Pourquoi MGRB? Parce que dans ce cas numéro 2, on vous a dit que le patient revenait de la Grèce. Et quand vous faites la bibliographie, on se rend compte que la Grèce, on a énormément de souches qui sont résistantes à la colicine et qui est médiée par le gène MGRB, qui est muté. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va suspecter MGRB, on va aller faire une PCR, amplifier le gène, faire du séquençage et regarder si ce gène MGRB est muté ou il est tronqué. Voilà. Donc, nous allons s'arrêter là.